Nickel. Bah, allez-y, quand vous On voulez. ne vous refait pas le sommaire, vous avez déjà un petit peu mis. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement. Vas-y, Nico. Vas-y. Ok. Tu peux y aller sur Pharmacon, là. Direct, ok. C'était ça ma question. Ouais. Donc, le numérique est un pharmacone. Alors, c'est un bien grand mot. C'est un mot de la Grèce ancienne qui veut dire pharmacologie. Et on pense que le numérique, c'est un peu effectivement comme un pharmacone aujourd'hui. C'est ce qui à la fois permet de prendre soin et ce dont il faut prendre soin, au sens où si on n'y fait pas attention, ça devient une puissance négative. En fait, dès qu'on ne fait pas attention à ce pharmacone, eh ben, elle devient un peu destructrice dans la démesure. Donc, c'est un peu le sujet du numérique aujourd'hui. Il est à la fois ultra vertueux et dangereux aussi par certains aspects. Là, on a remis une citation de Bernard Stiegler, qui est un philosophe et plutôt branché sur tout ce qui est enjeux techno et numérique. Et ça nous paraît effectivement bien caractériser la problématique du numérique. On l'a dit, c'est super vertueux à l'origine, donc le remède. Et puis, le problème, c'est que son omniprésence et son hyper-extension ont développé en fait des effets collatéraux plutôt menaçants pour l'humain et pour son environnement. Et c'est ces différents aspects finalement qu'on va passer en revue dans un premier temps. Alors, je vais aller très vite sur le numérique qui fait du bien. Je pense que vu les métiers qu'on fait, c'est assez facile d'appréhender les vertus du numérique aussi bien sur l'accès à la culture, la démocratisation, l'accès à la connaissance, évidemment les nouvelles formes de communication, les vertus que ça a en médecine, en robotique. Aujourd'hui, on peut marcher avec quelqu'un qui a perdu la paraplégique, qui peut marcher via un exosquelette. Toutes les potentialités de l'intelligence artificielle, avec son volet négatif aussi, mais son volet positif bien largement aussi. Et évidemment, dans le domaine environnemental, c'est vraiment le numérique qui nous permet de modéliser, de calculer, de prévoir tous les impacts socio-économiques du changement climatique. Donc, le numérique continue à nous vouloir beaucoup de bien. Et puis, on se rend compte que plus le temps passe, plus justement il y a une exacerbation du numérique, plus c'est aussi un poison, notamment dans la dynamique d'exclusion que ça peut inclure, puisque c'est pas mal générateur d'impact négatif sur la société et de clivage social notamment. Aujourd'hui, il y a 17% des Français qui souffrent d'électronisme, à un moment où toutes les démarches administratives se font en ligne ou nécessitent une adresse mail. Et à titre d'illustration, en 2018, il y a 5 milliards d'euros qui n'ont pas été distribués aux allocataires du RSA, parce qu'en gros, ils ne pouvaient pas faire les démarches en ligne. Et moi, à un niveau plus basique, j'ai un père de 77 ans qui est totalement dépendant de moi sur tout ce qui est faire saisir ses impôts, faire ses virements bancaires, consulter ses comptes, tout ça. Ou alors il le fait lui-même, mais sans passer par les voies de l'ordinateur, quoi. Donc on voit effectivement que plus ça va, plus ça se répand, finalement, plus ça exclut. Alors pareil, dans la dynamique toujours un peu poison du numérique, il y a tout l'impact humain et sociétal du numérique. Pendant une vingtaine d'années, en fait, Internet proposait plutôt de m'ouvrir sur le monde, ce qui a été un truc génial. Et aujourd'hui, de plus en plus, Internet fait l'interface entre moi et le monde, ce qui est un petit peu moins génial dans nos vies et sur nos psychismes. Parce qu'on est quand même bien devenus esclaves de nos propres appareils, de tout ce qu'on a appelé entre nous les doudous numériques. On sait qu'on a à peu près 85 interactions par jour avec son smartphone. Je pense que c'est beaucoup plus qu'avec n'importe quel individu de notre entourage dans une journée. Donc ça, c'est un point non négligeable d'évolution du rapport au numérique de façon générale. Et pour cause, tous nos devices, enfin en tout cas nos smartphones notamment, sont bâtis pour nous rendre addicts. Donc les notifications, les mécanismes de validation social, en fait, activent les circuits neuronaux de la récompense, truc classique de jeu. Lui sollicite souvent des leviers cognitifs des machines de casino. Par exemple, la petite roulette pour checker ses mails, ça c'est typiquement une mécanique de casino. Donc tous ces petits tips, en fait, qui sont utilisés par ceux qui développent pour nous rendre addicts aux machines. Et il y a un lab à Stanford qui s'appelle le Persuasive Tech Lab, qui a été créé dès la fin des années 90. Et c'est un centre de recherche en manipulation technologique. Donc ça, c'est vraiment la traduction littérale de ce que fait ce lab.
Et en gros, il délivre des cours aux futurs dirigeants et aux designers stars de la Silicon Valley sur comment faire en sorte que les gens, justement, soient complètement accros à leur machine. Et un peu corrélé à ça, on développe de plus en plus de nouvelles pathologies liées au numérique. Hein. Il y en a plusieurs qui ont des noms tout aussi assez drôles. Hein. La nomophobie. Donc ça, c'est la peur excessive d'être séparé de son téléphone ou de ne pas pouvoir le consulter. Il y a l'hypovibrochondrie, qui est la sensation erronée de sentir ou d'entendre son téléphone vibrer alors que ce n'est pas le cas. Il y a évidemment tout ce qu'on connaît autour du stress de l'email, le côté il faut absolument que je réponde tout de suite alors que l'email c'est quand même quelque chose qui est censé être en asynchrone et on n'est pas censé être dans l'immédiateté, mais on se sent obligé. Et puis évidemment il y a tous les troubles de l'attention dont parlait Nico qui sont de plus en plus prégnants chez les adultes et malheureusement chez les enfants. Et puis autre élément un peu qui montre notre asservissement ou en tout cas notre amollissement lié au numérique, c'est qu'à force de communiquer sur les supports numériques de façon par des textes courts, en fait, de plus en plus, notre cerveau fait des raccourcis. Donc, en fait, ça simplifie de plus en plus notre mode de réflexion, ce qui n'est pas très rassurant pour le futur. Et puis, dernier point, je pense que vous êtes tous au courant, et c'est pas un scoop, mais on laisse largement les GAFAM faire de l'argent sur nos datas et en gros être manipulés via nos datas. Bon, je ne vous passe pas le docu sur le scandale de Cambridge Analytica, mais c'est un épisode parmi tant d'autres. Et comme le dit Tom O'Reilly, hein, que vous devez connaître aussi, hein, qui est un auteur d'ouvrages et d'articles de référence sur l'informatique et le web, si le service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc ça, c'est un peu dans ce circuit-là de domination dans lequel on est de plus en plus via le numérique. Et donc, les bénéfices du numérique sont toujours là, mais c'est vraiment le trop, tout le temps, partout qui nous écrase et qui amplifie finalement les impacts négatifs sur l'humain. Et puis, point non négligeable, c'est celui qu'on traite quelque part de façon plus intense chez CID, c'est l'impact environnemental du numérique. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, le numérique a été perçu comme une solution immatérielle ou dématérialisante. Donc propre. Hein, on se supprimait le papier, on numérisait tout, comme ça finalement c'était éco-responsable, c'était vraiment clean. Et puis en fait, aujourd'hui, on sait bien que le numérique c'est aussi matériel. Quand on achète un livre sur Amazon, oui, il y a des 0 et des 1 quelque part, mais on a aussi tout un système matériel fait de terminaux, de data center, de stockage, de transport, de la conso électrique. On a tout un service large qui se concrétise par une matérialité qui, elle, a un impact environnemental fort. Et c'est ça que Nico va vous présenter. Voilà, donc ce qu'on a vu pour l'instant, c'est plutôt l'empreinte sociétale du numérique, et on va voir maintenant en termes d'empreinte environnementale qu'est-ce que ça induit. Simplement, ce qu'on constate là sous les yeux, c'est que le numérique est en pleine expansion. On constate qu'en 2010, on était sur une empreinte environnementale du numérique mondial de l'équivalent d'une France en 2010, de 2 France en 2020 et de 3 France probablement en 2025. Donc c'est en pleine expansion, en accélération. Et globalement, ce constat il est en train d'être encore plus marqué par la crise Covid, parce que tout le monde s'équipe confortablement chez soi. Dans son salon, il y a une étude qui démontre qu'il y a une augmentation de la résolution des écrans, de la taille des écrans, et c'est ce qui pollue, qui a le plus d'impact en fait, bien plus que nos équipements type ordinateur. Et donc, quel scénario on est en train de choisir en fait. Là, on a projeté en fait sur les décennies à venir quelle potentialité, quel scénario on pourrait envisager. Donc le rouge, l'orange, le vert. Et pour l'instant, en fait, si on ne fait rien, en effet, on est plutôt sur le rouge qui se dessine devant nous. Et donc, est-ce qu'on peut vous couper ou... Ouais, tout à fait. Vas-y, ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait une question, quelqu'un a levé la main. Ouais. Vas-y. Enfin, je crois. Ouais. Sur le graphique précédent, je n'ai pas très bien compris, ça représentait quoi de dire une France, 2 France ou 3 France? C'est l'équivalent de l'empreinte environnementale du numérique mondial en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est uniquement cet indicateur qui est pris. Ouais. Ok. Super, merci. Voilà, on fait un audit global et on prend les habitants de la France et ça revient à la même chose.
Et donc, ce que tu montres juste avant, c'est que ça augmente fortement, mais que c'est quand même assez faible. Alors voilà, c'est globalement assez faible. En 2020, on est à peu près sur l'équivalent de l'aviation civile, soit 4% des émissions mondiales. Par contre, d'ici 2025, on se projette sur 8%. Donc il y a réellement une très forte augmentation. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait, c'est ce niveau de croissance, c'est l'accélération du niveau de croissance, parce qu'en soi, oui, 4%, on peut dire c'est pipi de chat à côté d'autres facteurs d'émission, mais c'est que ça croît très très vite. Et que tout ce qui se développe, l'IoT, etc., amène à une expansion massive dans les années qui viennent. C'est ça. Donc ouais, de 2025, 8%, ça représente autant que le trafic automobile mondial. Et donc, si on zoome maintenant où se trouve concrètement l'impact, en fait, entre les différents tiers qui sont les terminaux, le réseau et le data center, on nous parle souvent du data center. En fait, ce qu'on constate, c'est que la principale source d'impact, et c'est sans cesse en train de s'accélérer, hein, on le voit entre 2015 et 2020, globalement, ce sont les terminaux, à hauteur de 70%. Et pourquoi les terminaux? Parce qu'il y a une multiplication des terminaux et il y a un renouvellement très fréquent. Donc, c'est ces deux éléments en fait, qu'on va voir qui induit ce fort impact. Donc, pourquoi multiplication des terminaux? Parce que globalement, depuis une dizaine d'années, on est passé d'un ratio entre serveurs et terminaux en 2010 de 200 pour 1. Là, en 2020, 2021, on est sur un ratio de 500 pour 1. Actuellement, on a 67 millions de serveurs estimés pour 34 milliards de terminaux. C'est ça, cette multiplication qui fait que ce ne sont pas les data centers qui sont devant, ce sont bien les terminaux. Et donc, en France, une étude de greenIT.fr nous indique que le taux d'équipement moyen par Français, on est autour de 11 terminaux par personne. Donc, si vous faites un petit peu l'exercice chez vous à calculer le nombre de montres connectées, de smartphones, de tablettes, que vous avez encore dans vos tiroirs, qui fonctionnent peut-être encore ou qui ne sont, que vous avez gardés, qui ne sont pas partis en recyclage, vos consoles, télé, hi-fi, voitures connectées, frigo, tout est connecté à l'heure actuelle. Et alors, donc voilà, c'est ce qui induit cette multiplication de terminaux, mais on a parlé également du renouvellement très fréquent. Et ça typiquement, on peut prendre les smartphones. On peut dire que le smartphone a une durée de vie de 18 à 24 mois. Donc c'est relativement faible, puisque globalement, un terminal, il faudrait le garder quasiment 7 ans pour le amortir. C'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. Ça peut dire que la durée de vie a été divisée par 3 en 30 ans. Donc, en fait, on remplace nos terminaux, non pas parce qu'ils ne fonctionnent plus, mais parce qu'ils rament. Donc, voilà, en zoomant maintenant sur l'empreinte d'un terminal spécifiquement, où se trouve concrètement l'impact principal sur deux phases, la fabrication et l'élimination. Et donc voilà, c'est ce que nous disait Frédéric Bordage. Pour arriver à son équilibre, il faut amortir sur 7 ans minimum, si ce n'est pas 10, pour arriver à l'équilibre entre les impacts de la fabrication par rapport à son utilisation. Et donc on s'est renseigné auprès de Guillaume Pitron également, qui est un journaliste expert des métaux rares et qui considère en fait que l'extraction des terres rares est plus nocive pour l'environnement que celle du pétrole. Donc, c'est pas sans conséquence. Et donc là, on revient sur ces deux phases, fabrication et recyclage. Donc, fabrication à gauche. On a différents points d'impact, en fait, qui sont notamment l'épuisement de ressources non renouvelables, ces fameux métaux rares, en fait. Tout simplement parce qu'il y a un sac à dos écologique du numérique qui est sans rapport, sans commun, rapport avec d'autres milieux de l'industrie. Pour produire une voiture, on est sur un ratio d'un sac à dos écologique de 54 pour 1. Il faut 54 tonnes pour produire une tonne de voiture. Donc 54 tonnes de matières premières. Pour le sac à dos écologique du numérique, on est sur un rapport de 16 000 pour 1. Il faut 16 tonnes pour produire 1 kilo. Donc énormément de matières premières en amont qui on va le voir, produit énormément de toxicité. Donc, deuxième point relatif à l'épuisement des ressources non renouvelables, c'est que ces fameux métaux rares sont concentrés essentiellement en Chine, à hauteur de 95%. Et donc, il y a globalement, dans les décennies à venir, un risque d'embargo non négligeable. Également, par rapport à la fabrication, ce qu'on peut dénoter, c'est qu'il y a
il y a une exploitation d'enfants. Il y a 40 000 enfants qui travaillent au Congo pour extraire le fameux cobalt pour produire nos écrans. Et donc, Apple, Microsoft, Google, Tesla et d'autres ont été accusés en 2019 d'exploitation d'enfants dans ces fameuses mines de cobalt. Donc, depuis, ils ont produit des articles expliquant en fait la traçabilité. Ils ont fait un petit peu le ménage, mais globalement, il y a toujours des enfants qui travaillent dans ce pays. Et dans ce pays qui extrait notamment ce cobalt et d'autres minerais intéressants pour nos terminaux, sur ce parcours qui achemine dans les usines essentiellement en Chine, eh bien, on peut constater des conflits armés, donc le minerai du sang, donc sur toute la chaîne d'approvisionnement des usines. Donc ces minerais du sang sont situés en Congo, au Rwanda, en Tanzanie notamment. On a parlé également de toxicité. Alors, comme on peut le voir là sous les yeux, la photo, en fait, c'est un lac de déchets toxiques situé en Mongolie intérieure, occasionnant notamment aux alentours un nombre assez conséquent de villages du cancer. Mais c'est pas le seul point, en fait. En Chine, en Mongolie intérieure, en fait, en Chine, on dénombre pas moins de 450 villages du cancer, notamment par cette exploitation des métaux rares. Pour donner des chiffres, on a extrait deux chiffres. 2000 tonnes de déchets toxiques sont produits pour extraire 1 tonne de terres rares, en fait, donc extrêmement polluant du coup. Et globalement, à l'échelle mondiale, ça représente à peu près 10 millions de tonnes de déchets toxiques produits par an. Et dernier point, eh bien, c'est la raréfaction de l'eau. En fait, le numérique a un impact aussi sur cette crise de la raréfaction de l'eau, surtout dans des pays en fort stress hydrique, notamment en Bolivie, dans le désert d'Atacama, où on extrait dans des bassins de rétention du lithium pour produire nos batteries. Voilà, et donc là on a fini avec la phase de fabrication, on va passer à la phase de recyclage, et donc on vous a extrait deux chiffres. Il y a 70% des déchets électroniques, DEEE, les 3 DEE, qui partent par des filières en fait illégales en Afrique ou en Asie. Et dans ces fameux 70% de déchets électroniques, eh bien, on voit justement une photo là au Ghana où des Ghanéens sont en train de brûler des câbles pour en récupérer un petit peu de cuivre notamment. À l'échelle mondiale, ça représente quoi? Ça représente à peu près 70 millions de tonnes de déchets électroniques produits par an. Voilà, donc le numérique, en fait, c'est une ressource, on va dire, critique, non renouvelable et qui s'épuise. Critique parce que sans numérique, actuellement, comme le disait Sarah, toute démarche administrative devient assez compliquée. Comment on pourrait télétravailler en période de Covid? Donc voilà, c'est une ressource critique, mais également elle est non renouvelable. On a fait l'extraction, en fait, là, pour vous, issue du livre de Guillaume Pitron, et on a constaté, en fait, sur tous les points rouges, on a expliqué, en fait, quels sont les composants utilisés dans nos terminaux. Donc on voit que certains qui se situent en bas de l'échelle, globalement, il y a encore du stock, mais ceux qui se situent à partir de au-dessus de la moitié de ce graphe, globalement, il y a un fort risque de pénurie d'ici quelques décennies. Et on se dit bien que en plus, ils sont non renouvelables, donc on ne sait pas les remplacer par d'autres matériaux. Donc globalement, il y a un fort risque d'ici une trentaine d'années de ne pas plus connaître le numérique comme on le connaît à l'heure actuelle. Et donc, il va falloir faire des arbitrages, en fait, des choix d'un numérique essentiel versus un numérique moins essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un numérique essentiel? Ça va être des choix type vitaux, de santé. Est-ce qu'on souhaite garder des IRM, des scanners pour nos hôpitaux, pour nos enfants, ou alors, en fait, des choix de numérique moins essentiels, type est-ce qu'on aura besoin d'ici 5 à 10 ans tous d'avoir dans nos salons des télés en 8K. J'ai une question là-dessus. Est-ce que c'est pas un peu comme le pétrole, c'est qu'une question de coût en fait? Alors, il y a de ça. Je suis d'accord. Plus on met d'argent, plus on pourra aller chercher loin et tout ça, mais ça veut dire qu'il y en aura toujours un peu, entre guillemets. Alors, plus ou moins, oui, je suis d'accord. Globalement, le pic du pétrole a été atteint en 2008, et après, ce n'est qu'une question d'extraction non conventionnelle. Donc, tu as raison, ça risque de continuer, mais à quel coût, en fait? Ouais, c'est ça. On va mettre? Parce qu'en plus, ces extractions profondes, elles sont encore plus dévastatrices pour les humains, l'eau, enfin, tout est... On démultiplie les risques. On démultiplie en fait les risques en allant chercher encore plus loin la matière.
Et globalement, on le sait que là, si tu prends l'exemple du pétrole, on sait que le pétrole, oui, va rester encore, malgré ces extractions non conventionnelles, encore quelques décennies, parce qu'on ne sait pas encore faire autrement. Mais globalement, si on souhaite un monde vivable d'ici 2050, voire 2100, il faudra passer par d'autres types d'énergie, quoi. Alors, donc là, on a vu en fait tous les impacts du numérique qui contribuent en fait à l'accélération de l'ère qu'on est en train de vivre, en fait, l'ère de l'anthropocène. Et donc cette ère en fait qui est définie par les activités humaines qui sont devenues une telle force qui contribue à transformer l'aspect géologique de la planète. C'est devenu une force géologique en fait. Ces activités humaines. Donc pour illustrer ça, en fait, on a une petite illustration. Donc si la vie de la Terre était rapportée à une journée de 24 heures, eh bien la présence de l'homme ne représenterait que les 30 dernières secondes. Donc c'est vraiment mineur. Et en fait, si on fait le focus sur la présence de l'homme, et on regarde les 2 derniers siècles, donc celle de notre ère industrielle, hein, celle qui a le plus d'impact et que l'on est en train de vivre, ça représente uniquement les 2 dernières millisecondes. Donc c'est vraiment ridicule, c'est vraiment rien. Et pourtant, durant ces 2 dernières millisecondes, en fait, voilà toutes les crises, les 5 crises majeures qu'on a générées. Le réchauffement climatique avec toutes les conséquences que vous devez connaître, hein, renforcement des catastrophes naturelles, baisse de rendement agricole, famine, conflits armés, apparition de maladies, accélération surtout du nombre de réfugiés climatiques. D'ici 2100, on estime pas loin de 2 milliards de réfugiés climatiques. Donc ça va être assez important. Ensuite, deuxième point, ça va être la 6e grande extinction. On est en train de vivre la 6e grande extinction, tout simplement parce qu'il y a 60% des animaux sauvages qui ont déjà disparu depuis 40 ans. Voilà, et donc on vit également une raréfaction de l'eau. Il y a 1 million de personnes qui meurent chaque année de maladies liées au manque d'eau potable, dont 90% ont moins de 5 ans. Et comme on a pu le voir dans le slide précédent, les slides précédents, la toxicité et également l'épuisement des ressources. Et donc, si on veut espérer en fait un monde vivable pour nos enfants, pour nous-mêmes, eh bien, il va falloir diviser en fait par 6 nos émissions de gaz à effet de serre en France, parce qu'on est dans un pays développé, donc division par 6, ce qui génère en gros revient à une réduction de 5% par an jusqu'en 2050. Donc c'est la pente grise que vous voyez sous les yeux. Et donc si on ne fait rien, plus on attend, plus ça va être compliqué, plus cette pente va être abrupte. Et donc, en termes d'efforts, qu'est-ce que ça représente ? En gros, ça revient en fait à un équivalent d'un Covid supplémentaire chaque année en termes de réduction d'activité humaine. Donc, un Covid supplémentaire en termes de réduction d'activité humaine chaque année qu'on ajoute chaque année. Et donc, voilà, les solutions existent, mais plus on tarde, plus ça va être dramatique. Toi, ça. Ouais. Juste, c'est un scoop pour vous, tout ça, ou c'est... ouais, on veut bien du feedback, ouais. J'en avais entendu parler d'une partie, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Ok. Ouais, dans ce sens-là aussi, je pense. On entend un peu, mais que ce soit dramatique, on ne sait pas jusqu'à combien. Ouais. Ok. Donc, on vient de voir, hein, le numérique, c'est clean ni pour la planète, ni pour la société, ni pour les cerveaux humains. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est la façon dont ça prend une place toujours plus importante dans nos vies qui pose problème. C'est vraiment l'effet de surconsommation, de surutilisation du numérique qui en fait un problème aujourd'hui. Et évidemment, un facteur d'amplification des dégradations déjà en cours. Donc, c'est un peu comme si on souffrait en fait du syndrome du nouveau riche numérique, comme si c'était inépuisable en fait, comme si on avait des ressources infinies devant nous pour un nombre d'années indéfini. Et donc, face à ça, les entreprises en fait ont un sacré virage à opérer vers une approche responsable qui évidemment engloberait la dimension d'un numérique plus durable. Alors, pourquoi ils ont intérêt à prendre ce virage ? La première chose, c'est que c'est un virage à ne pas louper parce que sur l'aspect environnemental, parce qu'en gros, notre survie en dépend, hein, comme le disait Nico, c'est un scoop pour personne.
Mais en fait, on risque nos vies, à nous humains, parce que les araignées, les fourmis, tout ça, ça s'en sortira très très bien. Nous, c'est moins sûr dans ces changements notamment climatiques. Et donc, de fait, pour limiter ça, on a des changements vitaux à opérer et conséquents dans nos façons de faire, de produire et de travailler, quoi. C'est un virage à ne pas louper aussi pour les entreprises parce que leur pérennité en dépend. En fait, sur l'aspect social, sociétal et toujours environnemental, les entreprises qui ne s'engagent pas ou qui resteront figées dans le greenwashing, par exemple, seront potentiellement désertées ou mises à l'écart par les consommateurs, les citoyens. On voit aujourd'hui à quel point les réseaux sociaux, les manifestations, le poids et la force de l'opinion publique, finalement, peuvent déstabiliser des grandes multinationales. On a vu récemment des pétitions et des boycotts, par exemple d'Apple et d'autres marques qui utilisaient suite à un rapport d'Amnesty International, parce qu'ils employaient des enfants dans leurs usines de cobalt en République démocratique du Congo pour fabriquer des batteries. Et donc là, ils ont joué à fond la carte de la transparence, ils ont publié la liste des exploitants, ils ont dégagé tous ceux qui, en fait, ne respectaient pas les normes, etc. Donc pour vraiment rattraper le coup, mais ça passe plus en fait. Pareil, il y a eu le Huawei, je sais même comment c'est, qui a été soupçonné de participer à la répression des Ouïghours. Et donc, ce qui fait que Griezmann a rompu son partenariat avec cette entreprise. Ça montre en fait que le citoyen, alors, un peu visible, c'est encore mieux, peut vraiment impacter ces boîtes-là et qu'on ne peut plus faire n'importe quoi au niveau d'une entreprise sur ces sujets de responsabilité. On risque d'y perdre vraiment des plumes. Toujours dans le même esprit, si on ne prend pas le virage en tant que boîte, on risque en fait, ce que ça permet, c'est d'éviter de subir en fait un nouveau cycle de transformation des entreprises, mais plutôt d'en être acteur. Parce que plus on est pionnier, constructeur, acteur, comme on a envie de se positionner Octo, plus on a de chance finalement d'édicter aussi des nouvelles formes, d'être force de proposition, de pouvoir faire vivre en fait nos propositions de façon beaucoup plus concrète et cohérente que si on les subissait. Et donc en fait, on voit vraiment aujourd'hui qu'on est dans le prochain cycle de transformation. Il y a eu la transfo digitale qui est toujours en cours, il y a eu les transfo agiles au sens large dans les boîtes pour explorer une nouvelle forme d'organisation, en prenant plus en compte le bien-être des collaborateurs, le bonheur à travail. Tout ça, c'est toujours en cours et vient se greffer en fait un troisième cycle de transformation qui est celui de la responsabilité et qui vient vraiment aujourd'hui dépasser la RSE qui a longtemps été un département un petit peu poussiéreux, peu valorisé dans les boîtes, qui était plus un vecteur de communication que d'action à impact. Et on est aussi en train de dépasser vers du greenwashing. Et je disais l'autre jour, je pense que même quand les boîtes font du greenwashing, ça aide malgré tout à faire un petit peu changer les mentalités parce que ça fait quand même passer des messages qui aident, à mon avis, malgré tout, la société à bouger. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que toutes ces transfos, même si elles sont successives, elles s'interpénètrent vraiment aujourd'hui. Et qu'il y a plusieurs facteurs d'accélération autour de la transfo responsable. Le réglementaire, déjà. Il y a la loi Pacte qui a été passée en 2018 et qui est déjà sur ce champ de la responsabilité, en poussant notamment les boîtes à se doter d'une raison d'être. Il y a la loi visant à réduire l'empreinte du numérique. On a des textes qui sont passés très récemment et qui aussi encouragent les entreprises et les individus à prendre en compte leur empreinte. Donc, on a vraiment un mouvement réglementaire non négligeable. D'aucuns diront que ça reste insuffisant, mais ça montre quand même le pas qui est pris. Il y a aussi une prise de conscience super forte des consommateurs. Maintenant, on peut plus supporter. On a besoin de savoir quelle est la traçabilité des produits. On a besoin de notation qualité. En fait, on n'accepte plus de prendre les choses telles quelles. Il y a tout un activisme citoyen, notamment chez les jeunes, avec le manifeste des étudiants pour un éveil écologique. Il y a des fondations, pas des fondations, mais des organisations comme On est prêt, qui est un mouvement qui a émergé il y a 2-3 ans pour un monde désirable. Donc aussi en tournant non pas les choses contre, c'est-à-dire pour lutter contre ce qui va nous arriver, mais plutôt pour saisir l'opportunité de cette catastrophe potentielle pour finalement générer un monde avec un système peut-être qui est un peu meilleur pour tout le monde. Et c'est peut-être l'occasion jamais de lancer autre chose. Bon, il y a plein d'autres associations de cette nature qui sont très actives. Et puis, ça devient un enjeu pour l'accélération aussi, c'est que dans les boîtes, peut-être que vous êtes concernés, pour capter et retenir des jeunes talents, on va plus, en tant que jeune talent, on va plus n'importe où. On a bien souvent de boîtes avec lesquelles on adhère,
qui sont porteuses de sens, qui font pas n'importe quoi. Donc, c'est un vrai facteur non négligeable d'accélération du virage responsable pour les boîtes. Et puis, il y a un truc assez significatif aussi, c'est que il y a un mouvement chez les investisseurs, donc les actifs responsables, qui représentaient 25% des actifs gérés aux États-Unis et 50% en Europe en 2018. Donc, il y a un vrai virage aussi au niveau de la finance. Et en gros, une boîte qui n'irait pas aujourd'hui sur ces enjeux, qui n'intégrerait pas ces enjeux responsables, est menacée de perdre son droit d'opérer dans son marché. Hein. Et je pense que les ratés qu'il y a eu pour certaines entreprises sur le virage de la transformation digitale peut bien faire réfléchir les boîtes aujourd'hui à ne pas rater leur virage de la même façon sur le responsable. Et en gros, quand on anticipe ces changements et qu'on est acteur finalement dans cette notion de responsabilité, on se crée un avantage compétitif en tant que boîte, on renforce son attractivité, on se distingue de la concurrence et puis on peut parfois accéder à de nouveaux marchés. À titre d'exemple, par exemple, quand on éco-conçoit un service numérique, on étend potentiellement l'audience de ce service vers des publics qui sont moins équipés et qui sont certainement en dehors de ceux qui sont captés habituellement par ces services-là. Et puis, c'est l'occasion aussi de participer à la définition de nouveaux standards du secteur et des réglementations plutôt que de les subir. C'est pour ça aussi qu'Octo s'implique dans pas mal de collectifs et de comités pour pouvoir produire de la matière dans ce sens-là. Octo, il y a le collectif Planète Tech Care, la Convention des entreprises pour le climat, entre autres. On est dans le collectif Green IT. Voilà. Alors, on va aller un peu vite, il nous reste un petit quart d'heure. Donc, comment enclencher ce virage? Je vais aller vite sur les premiers points. On est toujours au niveau des boîtes, c'est un niveau assez, stratégique. Il y a le fait de se doter d'une raison d'être, et qui est soutenu par la loi Pacte, et c'est ce que est en train de finaliser Octo, par exemple. Ça donne à l'entreprise un fil conducteur porteur de sens, qui dit à la fois ce que la boîte est intrinsèquement, mais qui dessine aussi cette trajectoire future. Et ça, c'est un vrai guidage, potentiellement pour les boîtes, dans une logique de responsabilité. Et puis, ça permet aussi de considérer la performance beaucoup plus largement, en fait, de façon holistique, en prenant en compte, certes, les dimensions financières, humaines, mais aussi sociales et environnementales, ce qu'on ne faisait pas traditionnellement dans l'évaluation des boîtes. Le gros virage que les boîtes... Oui, et donc ça se traduit évidemment par des nouveaux indicateurs. Hein, on travaille justement chez Octo, on est en train de travailler avec Goodwill, une boîte qui est spécialisée dans la mesure d'impact, pour construire notre propre unité, indicateur de mesure d'impact qui servent à la fois en interne et qui prennent en compte des dimensions éco, sociétales, environnementales, et pour nos clients. C'est-à-dire quand on aura fait un service ou un produit pour nos clients, on pourra évaluer l'impact sous le prisme de ces indicateurs qu'on aura identifiés ensemble. Gros twist, et je dirais le twist le plus conséquent, le plus long, le moins facile à opérer, c'est qu'en fait, penser responsabilité, finalement, c'est opérer un gros changement de mindset. C'est changer un petit peu notre façon de procéder, de vivre, d'acheter, de consommer, de raisonner. Parce que c'est vraiment penser essentiel et juste. En fait, c'est toujours se replacer sous le prisme de c'est quoi mon véritable besoin par rapport aux usages et non plus générer le besoin qui est vraiment la culture dans laquelle on est depuis 70 ans. C'est-à-dire que tout a été produit dans notre système économique pour développer la consommation parce que c'est ça qui fait marcher l'économie, parce que c'est ça qui crée de l'emploi, etc. Donc là, quelque part, en pensant responsabilité, on garde une approche user-centrique et on continue à chercher à comprendre le besoin essentiel, le besoin de user, mais dans son essentialité, et on ajoute la dimension système. En gros, c'est quoi les impacts de ce que je produis sur le système planète global, sur le système humain, le système environnemental. En fait, c'est de produire en conscience de ces impacts et en fonction des besoins réels et pas ceux, quelque part, que la société produit. On sait aujourd'hui que quand on produit une app, il y a une app ou un logiciel, il y a 60% des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Donc, de toute façon, on est dans la culture de produire trop par rapport à ce qu'on utilise réellement. Et donc, c'est vraiment sortir de cet état d'esprit sans limite dans lequel on a été pendant toutes ces dernières années. Je vais aller pas beaucoup plus loin là-dessus pour qu'on puisse finir, mais il y a derrière ça aussi la notion d'efficience, c'est-à-dire de produire peut-être le même service avec moins, de façon plus maligne, et parfois d'aller chercher du côté de l'innovation frugale, donc que le Sud inspire le Nord, hein, pour une fois,
Donc voilà, il y a tout un changement de mindset qui est super intéressant, mais qui va forcément prendre un peu de temps. Et puis là, rapidos, il y a évidemment, quand on est dans ces logiques de responsabilité, d'être au max dans la com. C'est aussi ce que fait Octo de plus en plus, même communiquer en transparence sur ce qui ne va pas aujourd'hui dans notre… Par exemple, nos sites jusqu'à maintenant n'étaient pas éco-conçus. En fait, on peut raconter aux autres dans notre transition comment on a pris cette conscience, comment on opère des changements aujourd'hui, etc. Donc, il y a vraiment toujours cet enjeu important de communiquer pour viraliser et de donner l'exemple quelque part pour pousser les autres à bouger aussi autour de soi. Et puis après, je te laisse la parole, Nico, là-dessus. Ouais, donc maintenant qu'on a vu toutes les actions au sein de l'entreprise, il va falloir déployer cette fameuse sobriété numérique. Et comme le disait Sarah, c'est du coup revenir un petit peu à l'essentiel, ralentir la croissance exponentielle des impacts du numérique. Et donc ça passe par du coup une proportion raisonnable et du coup uniquement de ce qui est nécessaire. Donc il faut porter un regard critique sur les usages numériques et leur nécessité réelle. Globalement, re-questionner un écran, une vidéo 8K sur un mini-écran, on dépasse largement la résolution de l'œil humain. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Donc, comment déployer cette sobriété numérique au sein de l'entreprise? Ça va être d'associer low-tech et high-tech, donc vers une logique de high-tech développée par le CEA qu'on est en train de suivre notamment. Et de déployer en fait des services IT for Green et IT for Good pour arriver à aider à diminuer l'impact de ce qui restera globalement essentiel et vital dans notre vie. Ce qu'on aura arbitré, ça on garde et du coup on l'optimise. Concrètement, ça va s'opérer comment? Par 6 étapes. Ça va être de sensibiliser, ce qu'on est en train de faire là actuellement avec Sarah, avec vous. Pour favoriser une prise de conscience, engager les collaborateurs pour être acteurs dans ce mouvement en fait, de décarbonation, de prise de conscience et de diminution des impacts. Et donc en 2, ça va être de former également l'équipe projet de delivery, de conseil, pour que tout le monde soit autonome, avoir le même discours, le même niveau de maturité sur le sujet pour pouvoir être autonome en mission. Et pour être autonome, ça peut passer par, au début en tout cas, par embarquer un coach numérique responsable qui va apporter son expertise, accompagner l'ensemble de l'équipe vers son autonomie, mettre le bon huilage dans les rouages pour shifter certains rituels et repenser, en tout cas arbitrer le choix de fonctionnalité. Rien ne passe sans passer par la mesure, on n'arrivera pas à s'améliorer. Donc, on va auditer également les produits avant, après, pour définir les gains et les réductions d'impact et travailler notamment sur ces leviers d'amélioration. Leviers d'amélioration qu'on va identifier et qu'on va du coup travailler en éco-conception. Éco-conception des services numériques, donc ça veut dire d'appliquer les principes de la high-tech qu'on a vu tout à l'heure, d'innovation frugale, intégration de l'économie circulaire dès la phase de conception, réellement repenser le service numérique, même dans son business model et dans sa fonctionnalité primaire en fait. Donc, réapprendre également à travailler sous contrainte, ce qu'on faisait il y a 20 ans, en fait, en développement, quelle est ma bande passante, quelle est ma charge CPU, et voilà, je me limite. Et la limitation, le travail sous contrainte, remet à l'ordre du jour l'innovation, en fait. Travailler vraiment en pensant et en allant plus loin dans nos pratiques. Donc d'étendre également au maximum la notion d'accessibilité pour limiter l'obsolescence des terminaux et se préparer bien sûr aux réglementations futures parce que de toute façon on est convaincu ça va arriver. Dernier point, ça va être de travailler avec la DSI comme on l'a fait et comme on continue de le faire avec la DSI d'Octo sur la démarche Green IT. Donc faire évoluer les pratiques autour du parc informatique, rationaliser, essayer d'étendre au maximum la durée de vie de nos matériaux, de notre matériel et revoir les modalités. Donc, quelles vont être rapidement les adaptations dans nos projets? Bien, ça va être tout simplement à l'initialisation du projet, on va apprendre à cadrer de manière responsable. Donc là, on est en train de travailler sur le cadrage 360, sur la démarche produit, mais aussi la démarche projet. Donc,
produit, on va revoir l'atelier vision, l'atelier technique, etc. Ça, c'est déjà en cours. Et également la projection sur le projet en termes de manière responsable. Quels vont être les choix d'outils responsables, quels vont être les impacts du déplacement, etc. Tout ça, ça va être intégré en fait dans le cadrage. Et une fois que le cadrage est fait, on part en delivery. Et bien, ça va être de challenger les demandes entrantes, d'adapter les rituels, comme on a pu le dire tout à l'heure avec le coach, il va nous aider, et d'argumenter auprès des parties prenantes, parce qu'on va avoir un potentiel pression sur l'ensemble des parties prenantes pour embarquer tout le monde et pas que uniquement l'équipe de développement. Et tout ça objectivé par des nouveaux indicateurs que nous a décrits Sarah tout à l'heure, environnementaux et sociétaux. Et donc, oui, ça induit une réinvention de nos métiers du numérique. Les PO vont avoir une casquette responsable, il va y avoir des coachs numériques responsables, et en gros, la plupart des tribus vont se mettre potentiellement à l'éco-conception, également à l'accessibilité et à l'éthique de la donnée pour arriver à déployer les bonnes pratiques. Et donc, une fois qu'on a vu tout ça, en fait, on se dit la montagne vraiment est énorme à franchir, et la partie rationnelle de cerveau, souvent reprend le dessus et nous contraint un peu à l'inaction. Mais en fait, rien de mieux que de passer à l'action pour tomber cette angoisse. Et voilà, donc j'ai pris cette photo de mon fils à Copenhague. Donc imaginez-vous une cordelette très fine, et le plus dur, c'était d'enclencher le premier pas. C'est logique en fait. Et autrement dit, on a une citation de Jonathan Kozol, qui est un écrivain, éducateur, qui dit « Choisissez d'abord des batailles assez importantes pour compter, mais assez petites pour les gagner. » Donc faites votre choix, premier pas, et on y va. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. En mission, faites appel à SID. On est là pour vous aider, vous accompagner. Alors, il nous reste 5 minutes, mais je voulais vous partager un bel exemple qu'on a en fait d'une boîte qui a fait sa transition, qu'il a amorcée il y a 20 ans. Donc, vraiment partager une success story qui n'est pas dans les métiers du numérique, mais qui illustre vraiment de façon remarquable le cheminement vers la responsabilité et ce que le virage finalement réussi peut apporter à une boîte. Donc, c'est l'histoire d'Interface, qui est une boîte dalles de moquette qui a été créée dans les années 73. Inutile de vous dire que les dalles de moquette, c'est un secteur super polluant, hein, ça dépend des matières premières parapétrolières, donc c'est au max. Et le PDG et fondateur, Ray Anderson, en 94, lit un bouquin qui s'appelle L'écologie de marché, de Paul Hawken, et il a une prise de conscience très forte. Il se dit, en fait, des gens comme moi, si on continue, on va finir en prison. Et il lance, en fait, il est hyper visionnaire, parce qu'on est en 94, et il lance alors Mission Zéro, qui vise un bilan neutre en carbone en 2020, donc qui a été quasi atteint aujourd'hui, avec une petite partie de compensation, parce qu'en gros, la compensation, ils l'ont fait en dernier recours, là où vraiment ils ne pouvaient pas être dans la réduction. Et aujourd'hui, ils ont lancé un nouveau cycle en visant un impact positif. Donc, c'est vraiment une démarche d'écologie industrielle ultra visionnaire à l'époque, hein, et ce qui est assez fabuleux, c'est que la vision s'est maintenue au fil des directions, c'est-à-dire au-delà de la direction de Ray Anderson, ceux qui l'ont poursuivi ont maintenu cet axe, ce fil conducteur. En fait, la transition s'est opérée en plusieurs étapes. Il y en a eu 7, zéro déchet, zéro émission nocive. Ils ont eu un recours aux énergies renouvelables, pardon. Ils ont fait appel à des nouvelles sources d'énergie. Ils ont fait du recyclage en boucle fermée. Ils ont optimisé tout ce qui était transport. Ils ont sensibilisé les parties prenantes. Ça, c'est vachement important. Ils ont aidé quelque part leurs partenaires à pivoter et ils ont éliminé les gens qui ne voulaient pas bouger. Et ils ont permis d'ailleurs à certains de leurs partenaires à devenir des acteurs majeurs sur leur domaine grâce à cette approche responsable. Ils ont redesigné leur business model. Ils ont repensé leurs produits, notamment via le biomimétisme. En 2000, ils ont repensé totalement une de leurs gammes qui s'appelle Entropie. En fait, ils avaient constaté qu'une des choses qui faisait beaucoup de consommation, c'était de changer les dalles de moquette, parce que souvent, quand elle était abîmée à un endroit, il fallait tout changer. Et donc, ils sont allés faire une balade en forêt et se sont inspirés de la nature sur la façon dont les feuilles tombaient sur le sol et créaient un espèce d'aspect de sol un peu aléatoire. Et ils ont créé toute leur gamme de dalles aléatoires qui résonnent sur le même système et qui fait que c'est facile de changer une dalle parmi les autres puisque finalement, elles sont pas forcément collectées pour être tout à fait, elles sont pas identiques. Voilà. Donc, ça a permis une économie de 7 à 10% des chutes
et donc des déchets, et ça a amélioré 60% aujourd'hui de leur portefeuille, ce sont ces produits de dalle aléatoires. Donc leur transition, elle leur a permis évidemment de faire un jump énorme au niveau environnemental, puisqu'ils sont arrivés au bilan 0. Ils ont eu aussi, ça a eu énormément d'impact au niveau RH, parce qu'en fait, il y a eu vraiment un cercle vertueux, c'était de se lancer dans ce projet responsable, ça a donné du sens, ça a multiplié l'engagement, et ça a fait que les collaborateurs étaient ultra actifs et participants à cette transition. Ça a eu un effet sur l'écosystème, puisqu'ils ont aidé la transition finalement de leurs partenaires fournisseurs, ça a leur éduqué leurs clients, donc vraiment, ça a fait bouger autour d'eux. Ils ont fait des économies sur les consos, parce que finalement, en travaillant sur l'efficience énergétique, ça a un coût, mais surtout, ça a une économie derrière. Et OVH, qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps, nous a dit exactement la même chose. C'est qu'en gros, on investit un peu au départ pour refaire ces usines, par exemple. Donc, eux, pour limiter la conso d'eau, ils ont refait effectivement une partie de leurs usines. Ils ont investi 7 millions, ils ont économisé 9 millions. Donc, en fait, ils s'y retrouvent. Ils ont eu des gains de part de marché, parce qu'ils sont toujours leaders 25 ans plus tard, alors que c'était quand même un marché super mature, plutôt en déclin, et ils ont fait de la croissance sur ce marché. Donc c'est assez fabuleux. Et la personne qu'on a interviewée chez Interface, un directeur marketing, nous a dit en gros cette transfo, c'est pas à voir comme un coût, mais vraiment comme un investissement long terme. Et pour finir, effectivement, on a la petite phrase qu'on trouve toujours assez sympa, puisque Ray Anderson a dit si une entreprise de moquette peut le faire, sachant qu'on part de loin, tout le monde peut le faire. Et Michael Cornoud a rajouté, celui qu'on a interviewé, si tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire. Voilà. Je rajoute juste un point, parce que là, c'est un exemple par rapport à l'industrie de la moquette. Là, ce matin, j'étais avec un ex-Accenture qui me faisait part, en fait, de... Pareil, dans le métier, l'industrie navale, en fait, ils sont en train de shifter parce qu'ils sont en train d'anticiper d'ici 15, 20, 30 ans, en fait, les futures obligations légales. Donc, ils sont en train de brainstormer tout ce qui va pouvoir sortir et se dire, c'est comme ça qu'il va falloir faire. Et ils sont déjà en train d'anticiper. Donc, voilà, on est au début de ce virage, en fait. Voilà, merci. Et on vous a mis en fait quelques slides après pour vous expliquer un petit peu les différentes formations qu'il y a au catalogue, au CAC, ou qui sont en train d'être mis au catalogue au CAC, et sur lequel on est en train de monter tant en termes de sensibilisation que d'appropriation de l'éco-conception par métier. Donc pour chaque tribu, je vois qu'il y a Eric qui est là parmi nous. Voilà, côté Ops, bien sûr, il va y avoir d'ici fin d'année une formation qu'on va co-construire si vous le souhaitez. Et puis un ensemble de BBL. Donc également, on peut faire la petite pub de 3 cycles de BBL. Donc un orienté acculturation tout public, dont on en a un demain si vous souhaitez venir. Il y a Dark Side of the Mac. Ça va être un BBL enquête en fait autour de l'impact de nos équipements participatifs. Et donc n'hésitez pas à venir demain à 12h30. Également, il y a un autre cycle de BBL qui est My IT Last, organisé avec la DSI, et sur lequel on explique comment faire durer nos matériels plus longtemps, notre équipement plus longtemps, les bonnes pratiques en télétravail, etc. Et un troisième cycle de BBL qui est plus lié à l'acculturation des décideurs et à comment parler aux décideurs et comment argumenter en fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.